Bonjour chers tous, soyez le bienvenu sur ce webinaire organisé par Orisha Finance, Adequacy et Africa Data Protection. Nous sommes plus de 100 personnes qui sont connectées aujourd'hui pour ce webinaire et je vous en remercie. Je suis Rilwan Badirou, fondateur d'Orisha Finance basé à Abidjan, avec des points focaux au Bénin et au Togo. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'information financière, des solutions risques spécialisées, LCB, LCFT, SIGR, ainsi que des solutions de protection de données à caractère personnel. Orisha est partenaire de Adequacy en Afrique pour la distribution des solutions de protection de données à caractère personnel. Adequacy est l'un des leaders européens dans ce domaine. Voilà. Lors de ce webinaire consacré sur le thème de la protection de la vie privée en Afrique, à la lumière du RGPD européen, nous allons aborder les différentes réglementations en Afrique, ainsi que les différences et les nuances par rapport à l'Europe. Nos deux intervenants aujourd'hui, c'est Alessandro Fiorentini, qui est Product Owner chez Adequacy, Winnie Wemba, qui fait partie qui est membre plutôt de l'association Africa Data Protection. Winnie va s'occuper de la présentation des réglementations en Afrique et Alessandro, les différences et les nuances. Juste une statistique avant de laisser la parole à ces intervenants. Selon l'Union internationale africaine des télécoms, 40% des Africains sont connectés. Cela marque une confiance et des perspectives de croissance. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de ce webinaire sur la partie droite du chat. Ainsi, cela permettra aux intervenants de nuancer ou d'approfondir tel ou tel point. Je laisse la parole à ces deux intervenants, Fiorentini et Alessandro plutôt, et Winnie. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Eloane. Du coup, effectivement, donc bienvenue à tous. On va commencer ce webinaire sur la présentation finalement des origines de la privacy et regarder à quel point finalement la protection de la vie privée en Afrique et en Europe ont eu deux ascensions qui étaient liées. Donc, je vous ai fait un slide peut-être un petit peu indigeste pour commencer, mais on va commencer avec quelque chose de très important. Donc, on s'est attaché à vous faire un slide qui va reprendre finalement les origines de la protection de la vie privée dans le cadre juridique international, donc avec un axe européen et africain. Donc, effectivement, tout commence pour nous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, dans son article 12. Donc, qui nous dit « Nul ne sera l'objet d'immixtion dans sa correspondance et sa vie privée ». Et finalement, c'est la première fois où le terme de vie privée rentre dans un texte juridique. Ensuite, ce texte, finalement, il va être repris dans la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, dans son article 8. C'est grossièrement la même phrase. Entre-temps, si on passe un petit peu sur les autres pays, on a les États-Unis qui ont fait le Privacy Act en 1974. En Europe, on a en 1978, on a la France qui sort la première loi informatique et liberté le 6 janvier 1978, avec d'ailleurs la Suède et l'Autriche qui le font également la même année. Et l'un des premiers textes finalement où on se rend compte que les données peuvent passer la frontière et sans passeport pour le coup. On envoie les données avec un seul bouton. C'est en 1980, on a l'OCDE qui nous fait les premières lignes directrices sur la notion de flux transfrontière ou de flux transfrontalier. Les deux termes sont utilisés. Alors nous, Européens, aujourd'hui, on utilise le terme de transfert hors Union européenne, mais cette notion de transfert,
finalement, voit le jour dans ces lignes directrices qui sont poussées par l'ODCE en 1980. Et ensuite, on a un texte fondateur qui va, lui, pour le coup, parler uniquement de protection des données, qui est la Convention 108. Et ce texte fondateur, il est fondateur pour nous, Européens, et également beaucoup pour l'Afrique, parce que finalement, beaucoup de pays africains ont suivi la Convention 108 historiquement. L'Europe, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la partie un peu plus à droite de la slide, va mettre à jour la Convention 108 dans le temps en 2018, ce qu'on appelle la Convention 108+, pour aussi augmenter finalement le niveau de protection des données pour les pays qui suivent la Convention 108, mais qui n'ont pas forcément de loi ou de règlement dédié. Et donc cette Convention 108+, cette Convention 108, elle est importante parce que finalement, elle est adoptée le 28 janvier 1981, et depuis le 28 janvier 1981, tous les 28 janvier, c'est le Data Privacy Day, c'est la journée entre guillemets européenne de la protection des données initialement, mais c'est une initiative qui a finalement évolué, et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on se rend compte que le 28 janvier a été adopté pour faire la journée de la vie privée. Et donc, la Convention 108, c'est le texte, je vous l'ai mis en rouge, qui est finalement le substrat, si je peux m'exprimer ainsi, de toutes les réglementations liées à la protection des données en Europe et également en Afrique. Alors en Afrique, vous, c'est la partie effectivement sur la charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, où on va trouver la première notion finalement de protection de la vie privée. Et derrière, ça enchaîne. C'est-à-dire que finalement, nous, en Europe, j'ai la sensation quand même qu'on a eu la loi informatique et liberté en France. Nous, on va attendre 1995 pour vraiment se dire on a besoin d'harmoniser parce qu'on a des lois différentes, mais on ne se parle pas plus que ça, malgré la présence finalement de la Commission européenne. Mais alors en Afrique, ça enchaîne. C'est-à-dire que le premier pays donc, qui a sa loi, c'est le Cap-Vert dès 2001. Ensuite, on a le Burkina Faso et la Tunisie en 2004. Sénégal 2008, Bénin 2009. On a effectivement l'acte additionnel de la CEDEAO en 2010. Ensuite, on a effectivement la Convention de Malabo qui va arriver, qui est très importante pour vous, le 27 juin 2014, où finalement, par le biais de la Convention de Malabo, on a un petit peu le même phénomène que l'Europe a eu avec la directive de 1995, avec cette ambition finalement d'harmonisation pour assurer la libre circulation des données dans les différents pays africains en assurant un petit peu près le même niveau de protection des données. On a le Togo en 2019 qui a fait sa loi. Je crois que j'ai oublié personne. Et cette convention de Malabo, Winnie va nous en parler, elle va finalement être ratifiée par 15 pays et va rentrer en application en juin 2023. Alors nous, si on revient un petit peu sur l'Europe, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on parle de hiérarchie des normes en droit, on a effectivement une directive, nous, qui doivent être transposées dans les lois nationales. Mais qui dit transposition dit interprétation. Et qui dit interprétation dit disparité. Donc c'est ce qui va se passer en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, la directive de 1995, qui avait pour ambition d'harmoniser le cadre, n'a pas été un super succès, parce qu'effectivement, elle a été transposée dans les lois nationales européennes, mais l'harmonisation qui était recherchée n'a pas vraiment abouti. Et c'est ça qui va forcer, finalement, la Commission européenne à faire une proposition de règlement en 2012 pour passer finalement d'une optique d'harmonisation à une optique d'uniformisation, puisqu'effectivement, le règlement est d'application directe, donc il n'y a pas de transposition nécessaire, et en termes d'importance, il a une importance supranationale par rapport aux lois des différents États membres de la Commission européenne. Alors, je vais regarder avant de... Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions. On regarde le chat en même temps et ça nous permet, comme le disait Rilwan, de préciser certaines choses si nécessaire.
pense que c'est à moi. Donc, comme je viens de la présenter, je suis Winifranc Dombouamba. Je suis bénévole pour Africa Data Protection, qui est une association qui en fait fait d'une de ses missions de participer à un meilleur environnement digital et à une protection des données personnelles harmonisée en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais présenter quelques graphiques qui, entre autres, montrent l'évolution du cadre juridique en Afrique, mais aussi analyse un peu la convention de Malabo qui a été présentée par Alessandro tantôt. Donc, par rapport à l'évolution du cadre juridique en Afrique, Oui, c'est assez... oui. Winnie, dis-moi. juste, je te coupe 2 secondes. On va Ouais, vous pas de lancer un souci. sondage en même temps. Regardez, il y a des sondages qui arrivent en même temps. Vas-y. Ça va, ok, top. Donc, justement, par rapport à cette évolution-là, c'est quand même intéressant de constater que de janvier 2014 à août 2024, on a eu un bon, une grande quantité de pays qui sont dotés d'une loi, mais aussi parfois d'une autorité de protection des données personnelles. Et donc, c'est un attachement, c'est un peu comme une preuve que voilà, c'est un sujet qui est de plus en plus important, que ce soit pour des raisons économiques, par exemple pour faciliter tout ce qui est euh, commerce électronique, commerce en ligne, ou par exemple pour fluidifier les échanges entre pays. On se rend compte que c'est une question qui est de plus en plus abordée. Prochaine slide, s'il te plaît, Alessandro. Donc, en effet, aujourd'hui, on a à peu près 40 États africains qui disposent d'une loi et 30 qui sont dotés d'une autorité de contrôle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce désir-là d'aller plus loin, de se doter d'une loi et d'une autorité, ça a aussi été prononcé par les différentes initiatives, tant au niveau sous-régional qu'au niveau régional. Au niveau régional, on a parlé de la convention de Malabo, donc du coup, tu peux exactement passer à la convention Alessandro, qui en fait cette convention-là date, ben, elle a été entre guillemets publiée en 2014, mais est entrée en vigueur récemment grâce au nombre de signatures qu'il fallait justement pour son entrée en vigueur. Elle est assez importante parce que du coup c'est la première convention régionale qui va un peu inciter les États africains à se doter d'une loi, à se doter d'une autorité de protection des données, mais elle n'est pas moins pertinente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que contrairement à l'Union européenne où on a eu tout d'abord une convention qui s'appliquait quand même à tous les États, même s'il y avait une marge de manœuvre, comme Alessandro le disait, par rapport à l'implémentation, puis une réglementation, la convention de Malabo n'a pas le même pouvoir en fait. Parce que déjà, l'Union africaine n'a pas les mêmes capacités, les mêmes moyens d'intégration que l'Union européenne. C'est-à-dire que la convention de Malabo a été mise sur pied pour inciter les États africains à se doter d'une loi sans obligation quelconque. D'où le faible taux de ratification et de signature aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Autre point assez important qu'il faut souligner, c'est que vous voyez peut-être tout l'Afrique de l'Est ici n'ont pas signé ni ratifié cette convention. Et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se demander, mais s'ils n'ont pas ratifié la Convention de Malabo, ça signifie ils sont pas intéressés par cette question-là, ce qui n'est pas forcément vrai. Comme je disais, la Convention de Malabo date de 2014 et pour la plupart des États de ce côté-là de l'Afrique, elle est désuète, elle n'est plus vraiment pertinente, mais si elle renferme quand même de beaux principes que je pense que Alessandro reviendra dessus en faisant une comparaison avec le cadre européen. Mais au final, elle n'est plus vraiment adaptée. Et donc, il y a plusieurs pays qui n'ont pas signé ni ratifié la convention, mais qui sont dotés de lois qui sont de plus en plus alignées avec les lois européennes. Donc, c'est important de souligner que aujourd'hui, faire partie de la Convention de Malabo, signer, c'est reconnaître un certain attachement au cadre, enfin, aux principes qui sont véhiculés par ce texte-là, mais ça ne signifie pas non plus que au niveau de l'efficacité, au niveau de l'actualité du cadre juridique, on a le top du top, entre guillemets. Il faut aussi souligner qu'il y a aussi des initiatives sous-régionales. Par exemple, on a les pays de la CEDEAO qui, en novembre, enfin ce mois-ci, ont fait une réunion pour signer, en fait, si vous voulez, un amendement de l'acte additionnel dont Alessandro parlait tout
tout à l'heure. Et donc, entre autres, dans cet amendement-là, il compte harmoniser le cadre de la protection des données personnelles entre tous les pays de la CEDEAO. Il compte s'aligner plus au RGPD en abandonnant le système de déclaration dont Alessandro parlera tout à l'heure. Il compte également faciliter l'échange des données. Je pense qu'Alessandro a dit quelque chose qui était très important, c'est qu'aujourd'hui, les données de voyage sont en passeport. Donc, il est important pour les pays africains de pouvoir, en fait, fluidifier et faciliter les règles qui sont mises en place pour pouvoir échanger les données entre différents pays africains. Aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres initiatives comme la zone de libre-échange africaine qui veut permettre d'avoir un marché unique africain semblable au marché unique européen, permettre de pouvoir, en ce qui concerne le commerce électronique, faciliter les échanges et les transferts. Donc, ce genre de règles qui vient faire sauter les barrières dans chaque pays par rapport au transfert de données, c'est super important. Donc, en plus, la CEDEAO, on a aussi le East African Community, donc l'ensemble des pays qui forment l'EAC, qui aussi veulent avoir un cadre commun de gouvernance des données. Tout ça pour dire qu'en fait, la Convention de Malabo, elle est super intéressante. C'est l'un des piliers même de l'idée d'harmonisation de la protection des données personnelles en Afrique, mais il ne faut pas perdre de vue les initiatives sous-régionales. Et cette idée-là est aussi véhiculée par la stratégie de l'Union africaine qui soulève effectivement que l'un des enjeux pour les prochaines années, c'est de pouvoir arriver à un cadre harmonisé, parce que même si il y a la Convention de Malabo qui veut un cadre harmonisé, il y a encore beaucoup de pays qui ont des stratégies différentes. Certains pays comme le Kenya sont beaucoup plus alignés avec le RGPD, d'autres gardent l'esprit même et la structure même de la Convention de Malabo. Certains pays également veulent réguler les données personnelles à travers des matières spécifiques comme la coopération entre les banques, comme le commerce électronique, etc. Donc, il faut vraiment garder aussi en tête les évolutions les initiatives qui sont en train d'être prises au niveau sous-régional, qui sont aussi finalement vecteurs d'une harmonisation au niveau régional, au niveau continental. Donc voilà, merci. Je te repasse la parole, normalement, je pense, à Alessandro pour la suite. Ça marche, merci beaucoup, Winnie. Donc, effectivement, deuxième partie de notre webinar. Hop là, j'ai cliqué trop vite. La Convention de Malabo, un outil pour optimiser votre accountability. Donc, effectivement, je voyais dans le chat, j'ai Sébastien qui me dit bonjour, je vous écoute depuis Kinshasa. À l'heure actuelle, le RGPD peut-il être d'application en Afrique? Donc, je vais essayer de m'attacher à répondre à cette question. Et je pense qu'on va vous envoyer même un deuxième sondage qui va partir maintenant. Et après, c'est fini pour les sondages. Hein. On va arrêter de vous poser des questions en même temps. Donc, effectivement, moi, je me suis attaché à vous faire une petite slide de mini, on va dire, droit comparé. Parce que souvent, on me dit, oui, le RGPD, c'est une marche, entre guillemets, qu'il faut monter par rapport à ce qui se fait en Afrique, qui peut être... le gap analysis peut être vu comme important. Et moi, mon objectif, c'est vous expliquer quand même que c'est pas forcément totalement vrai. Donc, comme le disait Winnie, effectivement, on a certains pays qui se sont déjà alignés sur le RGPD. Effectivement, Kenya, Nigeria, Maroc principalement, qui ont des lois qui ont un niveau, entre guillemets, de protection des données qui se rapprochent, on va dire, qui n'ont pas encore de décision d'adéquation, mais c'est peut-être aussi l'une des cibles pour d'obtenir une décision d'adéquation par la Commission européenne pour fluidifier finalement les transferts hors Union européenne. Mais moi, effectivement, en lisant attentivement la Convention de Malabo, eh bien dans l'article 1, on va se rendre compte qu'on a la notion de responsable de traitement, que dans sa définition, on est bien sûr le responsable de traitement, c'est lui qui va définir les finalités et les moyens. C'est exactement la même chose dans le RGPD. Il n'y a pas du tout de delta en termes de notion. C'est vraiment poussé de la même manière. Dans l'article 1, on a également la notion du sous-traitant, dans l'article 1 de la Convention de Malabo. Donc, c'est celui qui va traiter pour le compte du responsable de traitement. Alors nous, effectivement, dans le RGPD, on a la notion de « et sur instruction », qui est moins claire finalement dans la Convention, mais en fait, c'est la même notion. Et puis surtout, on a les principes.
C'est-à-dire que quand on commence à s'attacher à étudier un petit peu l'article 13 de la Convention de Malabo, on a la notion de licéité, on a la notion de loyauté, on a la notion de finalité, de pertinence, que nous, la pertinence, c'est ce qui était dans la loi historique informatique et liberté française, dans la Convention 108. Nous, aujourd'hui, on a un directeur marketing qui est passé par là, on appelle ça le principe de minimisation, mais c'est exactement la même chose. On a la notion de limitation du traitement dans le temps, avec la conservation des données. Notre principe d'exactitude, qui est présent dans la Convention de Malabo, qui est présent dans l'article 5 également du RGPD. On a le principe de transparence du traitement, de confidentialité et de sécurité. Donc nous, souvent, dans le RGPD, sur la partie transparence, on dit qu'on a un peu un phénomène de jeu de cartes. Sous-entendu, je ne peux pas respecter le principe de loyauté si je n'assure pas le principe de transparence, et je ne peux pas assurer le principe de transparence si je n'assure pas une information des personnes concernées à la hauteur des attendus. Et bien, ce même jeu de cartes, finalement, qui peut s'écrouler à partir du moment où on n'informe pas bien les personnes, est présent également aussi dans la Convention de Malabo. Sur la partie fondement juridique, donc effectivement, la licéité du traitement, hein, vous le savez tous, repose sur, notamment sur le fondement juridique sur lequel repose le traitement. On a 5 fondements similaires entre la Convention de Malabo et le RGPD. Hein, dans les faits, l'intérêt légitime du responsable de traitement présent dans le RGPD n'est pas présent dans la Convention de Malabo. Après, on se dit les choses. Hein, nous, en Europe, c'est un peu le fondement fourre-tout. Hein, quand on ne sait pas quoi faire, on met ça dans l'intérêt légitime. Et ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Hein, et je pense que la Commission européenne va devoir se positionner notamment sur l'usage de notre intérêt légitime, notamment dans l'usage des cookies. Hein, parce que normalement, il y a beaucoup de cookies qui sont en intérêt légitime, hein, alors que finalement, les cookies servent à faire du profilage et les lignes directrices du Comité européen de protection des données précisent bien que qui dit profilage nécessite forcément le consentement. Derrière, on a également les données sensibles. Je vais prendre les questions après, mais je vais finaliser le tableau juste avant. On a les données sensibles. Encore une fois, je pense que c'est un historique quand même de la Convention 108, mais ce qui est très important, c'est que la catégorisation des données d'identification, données de vie personnelle, données de vie professionnelle, les informations d'ordre économique et financier, données d'origine raciale ou ethnique, l'orientation sexuelle ou orientation sexuelle, les opinions religieuses ou philosophiques, tout ça, c'est une catégorisation de données qu'on va retrouver dans la Convention de Malabo et dans le RGPD, avec finalement une vraie adhérence, et il n'y a pas de disparité. Et je peux vous dire, hein, moi je fais du droit comparé sur 52 réglementations, et il y a des fois où c'est pas le cas, hein, où c'est plus compliqué. Donc c'est une chance quand même que la Convention de Malabo ait la même catégorisation de données. Hein, ça va nous servir effectivement pour la accountability. Et sur la partie sensibilité des données, toutes les données considérées comme sensibles en Afrique sont également considérées comme sensibles en Europe. Il n'y a pas de disparité. Alors que pour le coup, si je vous donne un exemple, hein, pour l'Europe, les informations d'ordre économique et financier ne sont pas considérées comme sensibles. En Afrique, c'est pareil, elles ne sont pas considérées comme sensibles. Mais si on part en Chine, avec la réglementation qui s'appelle la PIPL, les informations d'ordre économique et financier le deviennent. Donc, il y a des disparités entre certains continents qu'on ne trouve pas entre l'Europe et l'Afrique. Et ça, c'est une force sur laquelle il faut s'appuyer. Et donc, la seule vraie différence, finalement, que nous, on note entre la Convention de Malabo et le RGPD, c'est la logique. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la Convention de Malabo, on est dans une logique déclarative, alors que le RGPD a imposé aux Européens de passer dans une logique de responsabilisation. Donc, si on s'attache un petit peu au pourquoi de ce changement de logique, hein, en Europe, moi j'ai accompagné beaucoup d'entreprises et on disait toujours la même phrase, le RGPD nous fait passer d'une logique déclarative à une logique de responsabilisation. Et du coup, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'avant le RGPD, l'Europe était sur une logique déclarative. Hein. On devait faire des déclarations à la CNIL et tous les pays européens devaient faire des déclarations à leur autorité de contrôle. Et je pense qu'au fond, c'est l'explosion des technologies et de l'informatique
qui a fait automatiquement exploser le nombre de formalités qui devaient être réalisées et surtout qui devaient être pris en considération par les autorités de contrôle. Et donc, les autorités de contrôle européennes, elles n'ont pas des budgets sans limite. Et donc, du coup, la responsabilisation, au fond, elle a apporté des grands bénéfices parce que beaucoup d'entreprises ont obtenu, en Europe, je parle, ont obtenu une vision globale sur les traitements qui étaient faits au sein de leur organisme parce qu'ils étaient dans l'obligation de réaliser le registre des activités de traitement, de recenser les traitements. Et je peux vous dire que beaucoup d'entreprises ont découvert ce qui se passait chez eux parce que finalement, à l'époque où on était sur une logique déclarative, chacun de ces petits services faisait une déclaration à la CNIL sans dire à l'autre service. Donc, des fois, on avait des doubles déclarations pour le même traitement à l'autorité de contrôle. Donc, c'est vrai que la responsabilisation, elle a permis de rationaliser les différentes activités liées à la data. Et elle a également, surtout, reporté la charge sur le responsable de traitement et donner de l'air, si je puis dire, un petit peu à l'autorité de contrôle. Parce que si on regarde bien, même si on rentre sur un régime d'autorisation, nous, à l'époque, quand on faisait une demande d'autorisation, qu'est-ce qui se passait à la CNIL? Il se passait qu'ils devaient faire une étude d'impact pour nous dire oui ou non. Et maintenant, ils ont reporté encore la charge sur nous. C'est à nous de faire des analyses d'impact relatives à la protection des données. Mais finalement, c'est exactement le même concept. Et effectivement, c'est ce que je vous ai dit en introduction, je pense que le cadre juridique, informatique et liberté, lié à la vie privée de l'Europe et de l'Afrique sont étroitement liés et avancent un petit peu de la même manière. Je pense qu'il y a un moment, la responsabilisation arrivera en Afrique, mais pas exactement dans les mêmes conditions qu'en Europe. Je vais regarder avant de passer à la slide suivante, je vais regarder les questions si j'ai des questions. Et c'est peut-être pas que pour moi les questions. S'appliquer dans la compagnie américaine qui fournit des services visant. Alors tout à fait, hein, c'est la suite de ma présentation. Je vous confirme que, entre guillemets, rentrer dans le RGPD va fluidifier bien évidemment l'activité des compagnies africaines sur le marché européen. Ça, on est tous d'accord. Alors, concernant la Convention de Malabo, la République démocratique du Congo est parmi les pays l'ayant ratifié, contrairement au bilan que vous venez de dresser. Alors, il va falloir qu'on mette à jour nos cartes, ça c'est pour le coup, la Winnie note. Pourtant, on vous a mis le document qui date de novembre. Hein. Il y avait une cartographie du mois d'août et on a un document de novembre. On va regarder ça, mais c'est une information importante pour nous. Je suis. Alessandro, Oui. du coup, par rapport à ça, là, je suis devant justement le texte même de l'Union africaine. Et quand je vais dans les pays, c'est bien le Congo-Brazzaville et pas la République démocratique du Congo. Donc, Ok. Le document officiel, en tout cas, c'est ce que j'ai. Après, je ne sais pas. Mais on va quand même vérifier plus tard. Après, moi, je peux aussi rentrer dans ces sujets. Hein. On a un vrai problème avec les cartographies qui est lié à la culture. Moi, ça m'amuse beaucoup. Vous voyez, nous, vous pouvez regarder tous sur Internet, si vous tapez la protection des données dans le monde, vous allez tomber sur une cartographie de la CNIL que moi, j'utilise beaucoup, puisque finalement, c'est une cartographie qui est poussée par la doctrine de la CNIL française, donc qui est très compatible avec les Européens. Et on a finalement une légende qui nous dit on a des pays avec une loi et des pays avec une loi et une autorité indépendante. Et cette légende, moi, je la remets en question. J'ai beaucoup d'échanges avec l'autorité de contrôle française sur cette légende qui ne me convient pas et qui accessoirement ne convient pas non plus à l'association Data Protection Africa. Parce que finalement, on a l'impression le Niger, il est méchant et le Mali, il est gentil. Alors non, en fait, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous considérez pas que telle autorité, elle est indépendante alors qu'elle existe? Enfin, si vous voulez l'adresse, je vous la donne. Et ils disent, oui, mais vous comprenez, dans certains pays, c'est le président qui désigne le président de l'autorité de contrôle. Et donc, vous savez, nous, en France, depuis la réforme de François Hollande qui concerne les autorités de contrôle,
la présidente de la CNIL est désignée par Emmanuel Macron. Donc on leur dit, en fait, c'est comme en France. Et en France, vous mettez quand même qu'elle est indépendante de votre autorité. Et donc là, du coup, on n'a plus de son, plus d'image, plus personne nous répond. Donc, la problématique des cartographies et des légendes des cartographies, il y a un moment, il va falloir effectivement que les gens se mettent d'accord. Mais il y a une différence de culture qui est évidente. Et nous, je sais très bien, j'en discutais hier avec un de mes collaborateurs, ce sujet va être obligé d'être pris en compte en Europe à partir du moment où nous, le RGPD, va nous imposer, excusez-moi, de réaliser ce qu'on appelle des TIA, des Transfer Impact Assessment. Et dans les Transfer Impact Assessment, on va avoir l'obligation de juger la conformité d'un pays et on ne va pas pouvoir s'appuyer sur la sensibilité de la CNIL française. Parce que moi, j'ai des clients, ils sont en Égypte. La sensibilité de la CNIL française en Égypte, vous avez bien compris que ce n'est pas le sujet. Donc, il y a un moment où c'est le responsable de traitement lui-même qui va devoir prendre ses responsabilités sur le jugement, entre guillemets, ou l'analyse qu'il fait du niveau de protection d'un pays ou d'un autre. Donc, ça c'est un sujet, c'est une boîte de Pandore. Mais il y a un moment, il va falloir ouvrir la boîte de Pandore. Alors, sur la suite, moi, ce qu'on est venu vous dire aussi, c'est effectivement quelle stratégie pour utiliser le RGPD comme un avantage concurrentiel. Parce que comme je viens de vous l'évoquer, la marche n'est pas forcément énorme entre ce qu'on trouve en Afrique et ce qu'on trouve en Europe. C'est ça le message. Donc il y a 4 choses où moi je pense que c'est vraiment, vous pouvez en tirer un avantage concurrentiel incontestable. Donc effectivement, toute la partie gauche, c'est les bénéfices, et la partie droite, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces bénéfices. Donc, optimisation de votre démarche de management de la protection des données. Aujourd'hui, comme je vous l'ai évoqué, nous, avec le RGPD, on a quand même professionnalisé notre démarche de protection des données au sein des organisations. Alors, c'est vrai, c'était avec le bâton et la carotte. Il y a la sanction qui fait peur. Donc, ils ne l'ont pas fait de manière bienveillante. Il a fallu un peu leur tordre le bras. Mais n'empêche que ça a été fait et que ça a rationalisé beaucoup d'activités dans les entreprises, dans les grandes entreprises, et ça a permis de poser une gouvernance liée à la data, de manière générale, qui était déjà aussi elle-même en souffrance. Et du coup, ça a permis aux gens de se parler ensemble. Parce qu'effectivement, nous, quand on fait des analyses d'impact, de l'analyse de risque, où on rentre un petit peu dans la sécurité informatique, ça nécessite aux DPO, à 80% en Europe, les DPO, ils ont une casquette juridique, ça leur impose de parler avec le DSI, avec le directeur des systèmes d'information, avec le CISO, ou le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, parce qu'on a besoin de savoir quelles sont les mesures organisationnelles, les mesures de sécurité logique, les mesures de sécurité physique. Et donc, ça a permis aux gens de parler ensemble. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique pour le coup, mais c'est vraiment ça un phénomène qui est terrible chez nous en Europe. C'est qu'à chaque fois qu'on a une grande entreprise, tout le monde bosse dans son service en silo, personne ne se parle. Et quand nous, on essaie d'arriver pour rationaliser le truc, on se rend compte que 5 personnes font la même chose, qui ne sont pas au courant, et qu'on a des trous dans la raquette. Donc, effectivement, cette responsabilisation, ça a permis de poser une gouvernance, de rationalité l'activité liée à la data, toutes les activités liées à la data. Et donc, je pense que pour l'Afrique, effectivement, intégrer ou utiliser des outils, entre guillemets, comme le registre ou les analyses d'impact, ça vous permet également d'anticiper la logique de responsabilisation, parce que moi, j'en suis certain, l'Afrique passera dans une logique de responsabilisation, parce qu'effectivement, toutes les autorités de contrôle, comme le disait Rilwan au début, 40% de l'Afrique est connectée. C'est énorme, mais en même temps, il manque 60%. Ça veut dire que potentiellement, ça va se multiplier par 2. Donc forcément, vous allez être confronté, les autorités de contrôle africaines vont être confrontées à la même chose que les autorités de contrôle européennes, et à un moment, elles vont souhaiter déplacer la charge, et finalement, elles utiliseront la responsabilisation, on en est certain. Et pour en avoir discuté d'ailleurs avec Jules Hervé, je dis ça pour Winnie, Jules Hervé qui
est aussi un des fondateurs de l'association Data Protection Africa. Lui a également la certitude que dans certains pays, vous devrez faire les deux. C'est-à-dire que vous allez devoir vous responsabiliser, mais certaines autorités de contrôle vont imposer également de continuer le déclaratif, mais cette responsabilisation va fluidifier finalement. Parce que ce qu'on demande dans une fiche de traitement RGPD, c'est ni plus ni moins que les informations que vous renseignez quand vous faites une déclaration. Donc, au fond, c'est pas double travail, c'est juste deux supports qui auront à peu près la même chose, mais de toute façon, ce qui est important, c'est que c'est les mêmes choses. Ensuite, en termes de deuxième bénéfice très important, on a la simplification de vos relations précontractuelles avec le marché européen. Donc ça, effectivement, le marché européen reste un grand marché où il est avec beaucoup de data qui sont traitées. Il y a beaucoup de sous-traitance aujourd'hui en Afrique sur des données européennes. Il y a également ce qu'on appelle de la responsabilité disjointe. Donc ça n'existe pas aujourd'hui dans la Convention de Malabo. Nous, vous savez, avec le RGPD, on a la co-responsabilité. Deux responsables de traitement qui vont définir ensemble des finalités et des moyens vont être considérés comme co-responsables. Mais souvent, principalement quand on travaille dans les marchés publics, en fait, on fait de la délégation de services publics avec un délégant et un délégataire. Et souvent, le délégataire dit non, mais moi, je ne suis pas votre sous-traitant. J'ai gagné un marché pendant 3 ans. Je n'ai pas vocation à vous transmettre les données. Vous m'avez missionné pour assurer ce service pour la collectivité. Donc, il est responsable de traitement disjoint. Ça veut dire que finalement, il poursuit ses propres finalités jusqu'à ce que le marché soit reconduit ou pas. Et donc, dans ce cadre-là, et je pense qu'en Afrique, notamment dans les ports, c'est des qualifications qui pourraient être analysées à la lumière du RGPD. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui vont assurer des traitements de données en qualité de sous-traitant, vous pouvez réaliser vos fiches de traitement en tant que sous-traitant pour effectivement assurer votre devoir d'assistance. Et ce devoir d'assistance, il va se traduire par la fourniture d'informations. Cette fourniture d'informations, le support qui sera utilisé pour fournir cette information, c'est la fiche de traitement. Tous ces éléments se trouvent dans l'article 30, alinéa 2 du RGPD. Et cette fiche de sous-traitant, elle va aider le responsable de traitement à faire sa fiche à lui, de responsable de traitement, pour répondre à l'article 30, alinéa 1. Tout est dans l'article 30. Et dans le cas où, comme je l'évoquais, vous endosseriez la qualité de responsable de traitement dans le cadre d'une délégation de service public ou de quelque chose qui pourrait y ressembler et où vous n'êtes pas sous-traitant, vous poursuivez vos propres finalités, dans ces cas-là, il faudra rentrer dans les analyses d'impact relatives à la protection des données, qui est un outil un peu plus chronophage et complexe, hein, on en est tous conscients. Néanmoins, c'est uniquement pour les traitements considérés comme sensibles. Donc, et ça, ces deux éléments, j'ai envie de vous dire, et avec tout le comparatif qu'on a fait entre la Convention de Malabo et le RGPD, tous les éléments que j'ai mis en exergue, c'est des éléments qui vont se retrouver dans la fiche de traitement. Donc, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de surprise. Finalement, on traite les mêmes choses et vous avez tous les éléments pour réaliser des fiches de traitement et fluidifier vos relations précontractuelles avec le marché européen. Ensuite, avant-dernière chose, on a aussi l'optimisation du facteur confiance de vos clients et de votre personnel. Et donc, là, il faut regarder l'article 13 du RGPD pour finalement quels sont les attendus en termes d'information des personnes concernées. Et c'est pareil, quand on analyse les attendus en termes d'information des personnes concernées, on va retrouver tous les éléments qui sont mis en exergue dans l'article 1 de la Convention de Malabo. Hein, tous les principes sont là. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de secret ou il n'y a pas de surprise. Toutes ces notions, vous les traitez déjà. Donc, finalement, c'est juste respecter le cadre et une bonne information, c'est ça. Ça va permettre, de rassurer sur si vous faites des formulaires de contact les internautes avec les mentions d'information sous les formulaires. Et dernier élément, ça va vous permettre aussi de faire des politiques de protection des données à la hauteur de ce qui est fait en Europe, en sachant que c'est pas fou ce qui est fait en Europe. Hein. Moi, je dis souvent les politiques de protection des données sur les sites internet,
c'est un peu bullshit, hein, on raconte tous la même chose, en précisant comment vous pouvez exercer les droits, il faut aller voir le DPO, etc., ou envoyer un mail au DPO. Et finalement, optimiser vos politiques de protection des données qui sont mises en ligne sur vos sites Internet, ça va vous permettre aussi d'internationaliser le business. Parce que finalement, il faut bien garder à l'esprit que la première chose qu'on voit, hein, moi quand j'accompagne des entreprises européennes pour leur conformité, je leur dis, le site Internet, c'est très important. On est en 2024, vous devez d'avoir des mentions légales. Donc chez nous, les mentions légales, c'est pour répondre à la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Vous devez avoir une page pour la politique de protection des données, pour montrer au monde que finalement, vous avez les pieds sur terre et que vous avez compris que le RGPD est arrivé et qu'on n'est plus dans les années 95. Parce qu'autant vous dire qu'on voit encore des sites qui nous parlent de la directive de 95. On se demande si l'informaticien est toujours vivant. Il faut mettre à jour les mentions des politiques de protection des données. Et également la politique de cookies. Parce qu'aujourd'hui, les cookies sont partout. Et donc, nous, en Europe, on attend la directive e-privacy. Et vous, pour le coup, j'ai la sensation, Winnie, tu pourras me corriger s'il y a lieu, mais j'ai l'impression qu'en communication électronique, vous avancez beaucoup plus vite que nous. Parce que finalement, nous, c'est toujours le truc qui passe à la fin, alors que vous, la protection des données, souvent, c'est tel chapitre, mais il y a la communication électronique, c'est le chapitre d'avant. Donc, c'est des sujets qui sont traités chez vous. Et nous, d'ailleurs, on a des vraies problématiques avec les cookies en Europe, sur les durées de conservation des cookies, etc., etc. Mais finalement, entre les mentions légales, la politique de protection des données et les potentielles politiques de cookies, c'est la première chose que les gens voient. Ils ne vous connaissent pas, ils arrivent sur votre site, et tout de suite, en l'espace de 3 pages, ou de 2 pages, si vous n'avez pas de politique de cookies, puisque ce n'est pas une obligation forcément, ça permet tout de suite de voir un prospect, enfin un futur prospect, ah bah eux, déjà, en termes de protection des données, ils ont mis un level. Et ça, je pense que c'est super important. Donc, je ne vous dis pas de respecter les 90 articles du RGPD et les 170 considérants, hein. On est tous d'accord que le RGPD, c'est une usine à gaz, hein. Mais déjà, si vous avez fait vos fiches de traitement, si vous faites vos analyses de risque sur les traitements sensibles, sur lesquels vous endossez la qualité de responsable de traitement, hein, ce qui réduit déjà le périmètre, que vous avez des mentions d'information à la hauteur de l'article 13 du RGPD et que vous vous appuyez sur les mêmes notions pour documenter les politiques de confidentialité que vous mettez sur vos sites, bah déjà, forcément, ça va fluidifier les relations précontractuelles avec le marché européen. Moi, je passe ma vie dans les entreprises pour faire des analyses d'impact et à chaque fois, on dit « Ah, bah, tu as tel sous-traitant, il est où ?» Hein. Il est aux États-Unis, on va galérer avec les histoires de Patriot Act et de non-respect de la protection des données. Il est dans tel pays, il est dans tel pays, parce qu'on essaie de voir quel est le niveau, finalement, de protection des données dans le monde. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je voulais attirer votre attention. La marche n'est pas si haute, vraiment. C'est vraiment, il y a une adhérence qui est incontestable entre les réglementations qu'on trouve en Afrique et les réglementations et le RGPD. Après, moi, je pense que le substrat de toutes ces réglementations, c'est la Convention 108. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a une adhérence incontestable. Et voilà ce que je voulais vous dire. Anticipez, appuyez-vous un petit peu sur le RGPD, même si ce n'est pas forcément une obligation chez vous. Mais pour travailler avec le marché européen, forcément, c'est quelque chose qui va fluidifier vos relations précontractuelles et d'ailleurs contractuelles, parce que une fois que c'est signé, si je puis dire, vous avez ce qu'on appelle les clauses de sous-traitance, que je n'ai pas évoquées là. Mais la clause de sous-traitance, moi, enfin, je le dis souvent, elle permet de délimiter la responsabilité des différents acteurs. Et au bout d'un moment, bah, même quand on est sous-traitant, hein, moi, 95% de mon activité, j'endosse le rôle de sous-traitant, et ben, je signe des clauses de sous-traitant parce que je veux délimiter mes responsabilités. Si c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais regarder si on a d'autres questions. Alors, attendez, excusez-moi.
Alors oui, la conférence a commencé, 11h36, un petit retardataire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un replay. Vous aurez accès au replay. On a tout de même la définition du co-responsable de traitement dans celle du responsable dans l'article 1. Alors c'est moi qui suis passé à côté. Mais là, je parlais de la responsabilité disjointe quand on arrête, puisque c'est trop compliqué. Nous, on a sur des traitements complexes où on a 5 intervenants et on ne sait plus qui doit faire quoi. Du coup, on fait de la responsabilité disjointe où chacun poursuit ses propres finalités et comme ça, personne ne se doit rien. Ça simplifie le truc en termes de RGPD. Qu'est-ce qui explique qu'au sein du continent africain, il y a un véritable essor des lois et des autorités dédiées à la protection des données, mais toujours si peu de pays qui signent, ratifient la Convention de Malabo? Je viens répondre à cette question, si tu permets, Sandro. Allez. Enfin, c'est ce que je disais au départ. La Convention de Malabo, c'est pas un RGPD. C'est une convention qui dit les États membres, s'il vous plaît, mettez en place des lois qui font ça, ça, ça. Donc, en fait, c'est vraiment des recommandations à l'attention des États pour que ces États-là mettent en place des lois. Donc, c'est pas un texte qui donne des droits aux citoyens, enfin, qui donne des droits et qui ne s'applique pas directement. C'est ce que je disais, un État qui ne signe pas, ne notifie pas la Convention de Malabo n'aura aucune sanction et ne sera pas poursuivi parce que ce n'est pas une convention, ce n'est pas un texte à effet direct. Deuxième point, ben, pourquoi est-ce qu'ils signent peu ou ratifient peu? Ben, parce que, par exemple, ils estiment peut-être que la Convention de Malabo aujourd'hui n'atteint pas les standards, entre guillemets, internationaux en matière de protection des données personnelles. Qu'on se le dise honnêtement, c'est un test quand même qui a plus d'une dizaine d'années. Et c'est aussi, et si vous voyez, la plupart des États qui n'ont ni signé ni ratifié, pour la plupart, sont des États qui ont une loi et une autorité et qui sont assez avancés, entre guillemets, sur la question de protection des données personnelles. J'ai parlé tantôt du Kenya, par exemple. Donc voilà, c'est pas parce qu'un État ne signe pas, ne ratifie pas la Convention de Malabo que ça veut dire que c'est un État qui n'est pas impliqué dans les questions de protection de données personnelles, en fait. C'est juste qu'ils estiment que le texte, en l'état, aujourd'hui, n'est pas entre guillemets, la crème de la crème. Voilà. Après, effectivement, j'ai un autre commentaire qui n'est pas une question, mais qui est plutôt un commentaire de Vincent, qui souligne également que certains pays craignent une perte de souveraineté sur les questions stratégiques comme la cybersécurité. Et ça, effectivement, oui, on peut aussi, on peut le ressentir. Après, il faut garder à l'esprit un truc, hein, c'est que moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, le RGPD, bien évidemment. Mais pourquoi il y a eu une explosion des textes? Parce qu'effectivement, il y a eu une explosion de l'usage d'Internet. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, il faut cadrer le truc. Donc, de manière naturelle, il faut cadrer des usages qui ne sont pas cadrés. Et c'est ça qui, effectivement, je pense, a provoqué l'essor des différentes réglementations. Après, moi, je pense... Oui. Non, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'argument de souveraineté nationale, cybersécurité, c'est quand même un argument discutable. Je prends un exemple concret, même au sein de l'Union européenne, il y a des questions, par exemple, allez, tout ce qui est données personnelles et vie privée, c'est un droit fondamental. Mais justement, les droits fondamentaux peuvent être, comment dire ça, peuvent être, entre guillemets, touchés ou impactés dès lors qu'on entre dans tout ce qui est question de sécurité nationale, lutte contre le terrorisme, etc. Donc, en fait, ratifier ou signer une convention africaine comme celle-là, comme la Convention de Malabo, ou même encore la zone de libre-échange économique africaine, ne veut pas dire qu'on abandonne toutes les questions de sécurité. Même dans le texte de la zone de libre-échange, il y a un article qui dit attention, les règles qui sont dans le texte régional ne posent aucun, comment dire ça, sans préjudice, voilà, des règles nationales qui toucheraient la sécurité nationale, les intérêts nationaux. Donc, il y a toujours une exception ou une limitation à se laisser aller à la réglementation supranationale dans tout ce qui est sécurité. Et donc après, moi, effectivement, il faut garder aussi à l'esprit. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose, hein. C'est-à-dire que la cible d'harmonisation, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça va forcément
fluidifier la libre circulation des données au sein des différents pays, même africains. Parce que dans l'absolu, on est en train de se parler du marché européen, mais le marché africain est énorme aussi. Et donc, les différences de lois, finalement, elles peuvent contraindre des fois le business. Et l'objectif, c'est vraiment fluidifier la libre circulation. En revanche, il faut garder aussi peut-être à l'esprit que peut-être que les pays africains, ils sont en train de regarder ce qui se passe en Europe. Et nous, en Europe, il ne faut pas se voiler la face, hein. On est dans une inflation réglementaire. C'est à chaque fois qu'on sort le téléphone pour se connecter sur LinkedIn, on nous met une nouvelle loi à respecter. Les responsables de traitement en Europe, c'est la panique, hein. Là, on a eu le DSA, la Digital Service Act, la DMA, le Digital Market Act, le DGA, la Data Governance Act. Là, on est sur l'IA Act. Là, ils nous ont sorti le Cyber Resilience Act. Maintenant, il y a le Resilience Entreprise Critique. On a eu DORA pour les assurances banques. On a la directive Nice 2. Peut-être que les pays africains se disent, oh là là, si on a une commission, moi je sais pas, hein, j'ai une vision, pour le coup, j'ai une vision occidentale. Je suis pas convaincu que la Commission européenne, elle a apporté beaucoup de choses, mais elle a apporté beaucoup de choses bénéfiques, mais énormément de contraintes. Donc moi personnellement, des fois c'est bien une convention, hein. On la ratifie, on est bien, parce que finalement, on l'a vu, hein, le RGPD, pour le coup, lui, en termes de souveraineté, si je puis dire, c'est pas le bon terme, mais il est supranational. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays européen qui voudrait être moins bien disant que le RGPD n'a pas la possibilité si c'est un État membre. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Et oui, la cible de l'harmonisation est une très belle cible et je pense elle doit être assurée dans le temps. Et j'avais même un de mes amis qui me disait ce qui serait bien, c'est une harmonisation mondiale sur la protection des données. Alors, on n'y est pas encore, hein. Mais effectivement, ça pourrait aussi fluidifier plein de business. Mais en tout cas, voilà, dites-vous que au fond, j'ai la sensation que nous, avec le RGPD, on a avancé un peu plus parce qu'on a la Commission européenne qui nous tape sur les doigts si ce n'est pas le cas. Mais cette Commission européenne, elle apporte des choses positives et également négatives, hein. Il ne faut quand même pas oublier ça. Je pense que nous, on n'avait pas besoin. Si je vais au bout de ma pensée, moi, je pense que la loi informatique et liberté de 2004, elle protégeait plus les Français que le RGPD ne protège les Français en 2024. Parce que dans le RGPD, il y a des petites exceptions, hein, et le diable est dans les détails, hein. Donc, il y a plein de véhicules juridiques qui ont été ouverts, notamment pour l'État, qui étaient plus compliqués à faire passer sous la loi de 2004. Donc, il ne faut pas tout le temps penser que avec le RGPD, c'est énorme. Et encore une fois, ça réappuie sur mon argumentaire sur le fait que la marche n'est pas très haute, et profiter de toutes ces notions qu'on a Europe et Afrique en commun, parce que du coup, ça vous permet de fluidifier le business et d'optimiser votre accountability. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on n'a plus de questions. Alors, sur les sondages, ils ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu, les sondages, c'est moi qui. Donc, êtes-vous impacté par le RGPD dans le cadre de vos relations internationales? Donc, on a 88% de beaucoup, ce qui prouve que tous les sujets qu'on évoque sont effectivement pertinents. Et avez-vous assez de temps pour gérer le sujet de la protection des données au sein de votre organisation? Alors, 63% oui, 38% non. Alors, écoutez, moi, je trouve que c'est une très belle réponse, c'est une chance. Alors, il faut quand même que je rassure les 38%. Tous les DPO avec lesquels je discute me disent « Ah bah non, je suis pas en temps plein » ou on m'a mis 1000 trucs, maintenant j'ai plus le RGPD, il me parle de l'IA Act, il me parle de ceci, il me parle de cela. » Donc, peut-être pour ceux qui ont répondu « Oui, faites attention, ça va monter. » Et au bout d'un moment, vous allez dire que vous n'avez plus assez de temps. Mais en tout cas, c'est une belle réponse. C'est bien que vous ayez tous assez de temps pour gérer ces sujets-là, parce que c'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Donc les votes, vous avez tous eu ces votes qui vous ont été partagés. Et puis, écoutez, sur ce, si vous avez plus de questions, je vais regarder une dernière fois s'il n'y a plus de questions. Mais je crois qu'on est allé au bout des questions. La définition si j'en ai une dernière, la définition du destinataire, par exemple, était bien plus claire dans la LIL que dans le RGPD. Oui, on est d'accord. Mais avec le RGPD, maintenant, on a quand même
En termes de rationalisation, je suis d'accord, Wissem, mais en termes de rationalisation, dans les correspondants informatique et liberté de l'époque, avant les DPO, devaient uniquement renseigner les destinataires externes. Avec le RGPD, maintenant, on a l'obligation de renseigner les accédants, si je puis dire, en interne, quelle direction dans l'entreprise a accès à tel et tel traitement. Et ça fait partie des choses aussi qui ont rationalisé ce qui se passait dans les entreprises en termes de traitement de la data. Écoutez, je vous remercie tous. Je vais laisser Rilwan conclure. Oui, merci à tout le monde. Merci pour votre temps. Les échanges continuent, donc vous pouvez nous solliciter, Alessandro, Winnie et moi-même. Voilà. Merci et Merci à bonne tous journée. et à très vite pour de nouveaux webinars. Merci. Au revoir. Au revoir.